Bonjour à tous. Dans cette troisième vidéo, nous allons aborder non plus la physiopathologie des angles fermés, mais les situations anatomiques qui nous mènent à avoir un angle fermable, un angle fermé ou un glaucome à angle fermé. Si la classification de Foster que nous avons vue précédemment nous dit traitement versus pas traitement, il ne s'agit que de la première étape dans le processus de réflexion que nous devons avoir. Vous devrez ensuite partir à la recherche du tableau clinique en cause, car ils auront chacun leur physiopathologie qui est propre, ainsi que des traitements spécifiques. Vous vous rendrez compte qu'avec un petit peu de maîtrise, la gonioscopie se suffira à elle-même pour différencier chaque situation clinique. Les UBM, ou OCT visantes, ne serviront qu'à confirmer le diagnostic ou à faire des iconographies à des fins médico-légales ou bien éducatives, mais la gonioscopie pourra se suffire à elle seule. Je vais me limiter aux 3 situations cliniques les plus fréquemment rencontrées. Sans rentrer dans l'épidémiologie exacte, on sera sur un bon 98% des cas de figure d'angle fermable, d'angle fermé. Je n'aborderai pas les cas très particuliers comme les polykystoses du corps ciliaire ou bien les synéchies antérieures liées aux maladies inflammatoires. Et on commencera par le cas le plus connu, celui que tout le monde maîtrise à la suite des ECN, qui est le bloc pupillaire. Chaque cause anatomique d'angle fermable, d'angle fermé et de glaucome à angle fermé sera une cause potentielle de crise aiguë par fermeture de l'angle. Le bloc pupillaire est classiquement la crise aiguë par fermeture de l'angle du sujet de 50 à 60 ans. Dans ces cas-là, on parle de blocage pupillaire car le contact entre l'iris et le cristallin est un petit peu plus important que d'habitude et donc l'humeur aqueuse s'accumulera en arrière de l'iris. Cela provoquera un bombement de celui-ci qui viendra in fine bloquer le trabéculum. On parle donc de blocage prétrabéculaire. Voilà qui nous remplit la deuxième case et la deuxième colonne de ce tableau qui est réservée à expliquer la physiopathologie de chaque situation clinique. Et la troisième colonne représente l'aspect de profil suite à une gonioscopie à l'indentation. Pour plus d'informations, des vidéos, des photos, je vous invite encore une fois à vous référer au site gonioscopie.org. L'objectif de ce cours n'est pas tant iconographique, mais plus de faire une synthèse des différentes situations cliniques afin d'avoir surtout les idées au clair. La quatrième et dernière colonne de ce tableau sera réservée à la section traitement. Pour un bloc pupillaire, l'idée sera de trouver une voie de dérivation pour l'humeur aqueuse, afin qu'elle ne soit plus bloquée entre l'iris et le cristallin, et donc faire un trou dans l'iris est la solution parfaite. Attention par contre, ne faites pas d'iridotomie à la va-vite. Il existe de réelles contre-indications, et lorsqu'elles existent, elles peuvent rendre l'iridotomie périphérique réellement dangereuse. En faisant une iridotomie périphérique, vous allez libérer une quantité de pigment non négligeable, qui va être absorbée assez péniblement et lentement par un trabéculum parfois déjà abîmé, et avec la réaction inflammatoire post-IP, ça va générer des pics de pression intraoculaire qui justifient donc à la fois de mettre des traitements anti-inflammatoires après une iridotomie périphérique et d'y associer des traitements limitant la pression intraoculaire comme par exemple de l'iopidine. Lorsque vous avez des synéchies antérieures, ça limite la quantité de trabéculum disponible pour la réabsorption de ce pigment, et il est donc considéré que la présence de synéchie sur plus de 3/4 de la circonférence du trabéculum est une contre-indication absolue à la réalisation d'une iridotomie périphérique. Vous ne pouvez pas savoir s'il y a des synéchies avec un V3M. Le seul moyen d'identifier les synéchies antérieures est de faire une gonioscopie avec réalisation d'une indentation. Dans une prise en charge d'une crise aiguë par fermeture de l'angle en urgence, il n'est donc en théorie pas possible de réaliser une iridotomie périphérique sans avoir un verre à 4 miroirs sur soi et sans avoir marqué dans votre dossier médical qu'il n'y avait pas de synéchie antérieure sur plus de 270 degrés. Le risque d'aggraver une situation déjà mal partie est bien réel, notamment pour les patients que vous voyez pour la première fois. Ça ne vaut pas forcément pour un patient que vous suivez depuis quelques années, que vous avez vu il y a quelques semaines, et dont vous savez déjà qu'il n'y a pas de synéchie antérieure. Pour celui-là, vous pouvez aller faire une iridotomie périphérique en urgence sans problème. Toutefois, pour les autres patients qui auront notamment un œdème cornéen qui limitera la visibilité, il n'y a aucune urgence à faire une iridotomie périphérique. Pour les crises aiguës par fermeture de l'angle dans un contexte de bloc pupillaire, l'iridotomie périphérique n'est pas une urgence. Dans l'immense majorité des cas, les hypotonisants topiques et généraux se suffisent à eux-mêmes pour peu que l'on leur laisse le temps d'agir. Je vous conseille de laisser souvent 2-3 heures pour avoir des pressions intraoculaires qui redeviennent plus raisonnables. Mais ne vous précipitez surtout pas sur une iridotomie périphérique en dessous de ces 2-3 heures. Si la pilocarpine est le médicament clé pour éviter la récidive, il n'est pas très utile de se précipiter dessus lorsque vous avez une crise aiguë par fermeture de l'angle.
au risque de, encore une fois, aggraver la situation avec une antéversion des corps ciliaires et une ischémie de l'iris si la pression intraoculaire est toujours élevée. Tant qu'on en parle, il est aussi intéressant de préciser que la pilocarpine n'est pas un bon médicament lorsque vous vous rendez compte qu'un patient qui avait un angle très suspect a été dilaté par du mydriaticum. Si vous mettez de la pilocarpine après une mydriase pharmacologique, l'iris viendra brutalement rentrer en contact du cristallin et dans le contexte de bloc pupillaire, ça va aggraver la physiopathologie en empêchant brutalement l'humeur aqueuse de circuler au niveau de la pupille. Une fois que la situation pressionnelle est gérée, la pilocarpine prévient la récidive car elle empêche la mydriase et donc le myosis qui suit une mydriase, mais elle peut provoquer une authentique crise aiguë par fermeture de l'angle si elle est utilisée à mauvais escient ou plutôt au mauvais moment. Si vous vous rendez compte qu'un patient a été dilaté alors qu'il n'aurait pas dû être dilaté en raison de son angle, je vous conseille de le prévenir d'éventuelles céphalées et éventuellement de le faire revenir une fois que les collyres auront arrêté de faire effet pour éliminer tout pic pressionnel, mais ne mettez pas de pilocarpine. Revenons à notre CAFA. Une fois que la situation est gérée et que la pression intraoculaire est rediminuée, que l'œdème de cornée aussi a diminué et qu'on a une meilleure visibilité, on peut enfin faire une gonioscopie. Dans ce contexte-là, la gonioscopie pourra être dynamique ou non dynamique. On peut utiliser le V3M sans aucun problème, car de toute façon, la pilocarpine ouvre au maximum l'angle iridocornéen. Et ce n'est qu'après avoir éliminé la présence de synéchie par la gonioscopie qu'on pourra poser ou non l'indication de faire une iridotomie périphérique. En fonction des cas, on pourra aussi discuter de l'extraction du cristallin, mais nous y reviendrons lorsque l'on parlera de l'étude Eagle dans les mécanismes phacomorphiques juste après. Qu'elle soit réalisée dans un contexte de crise aiguë par fermeture de l'angle ou qu'elle soit réalisée dans un contexte classique d'angle fermé ou par glaucome angle fermé, pour lequel donc la classification de Foster nous aurait indiqué la prise en charge, une iridotomie périphérique doit être contrôlée. Personnellement, je les contrôle à 15 jours, après avoir mis 10 jours d'hypotonisant et d'anti-inflammatoire. Le contrôle post-typé éliminera avant tout un pic pressionnel, mais surtout, il s'assurera que l'iridotomie périphérique a eu son effet escompté. La phrase « iridotomie périphérique transilluminable » est souvent rencontrée, mais au final, ça ne nous intéresse pas plus que ça. Il suffit d'un petit coup d'argon placé sur l'iris pour le rendre transilluminable, sans que toutefois l'objectif n'ait été atteint. La transillumination de l'iris n'a aucune valeur thérapeutique. Après avoir fait une iridotomie périphérique, il faut ressortir son verre agonio et faire le pont. L'objectif est d'avoir un angle réouvert, sans indentation, ce qui ne sera pas forcément le cas en fonction des différents mécanismes ayant mené à la fermeture de l'angle. Et on pourra, à l'aide de la gonioscopie, déterminer si oui ou non notre iridotomie est perforante par la visualisation plus ou moins facile des corps ciliaires au travers de ce trou fait dans l'iris. La phrase iridotomie périphérique bien perforante est déjà beaucoup plus intéressante que iridotomie périphérique transilluminable. Et il est encore plus pertinent de parler d'angle réouvert après iridotomie périphérique. Pour conclure un sujet complexe en 2 lignes, cette petite étoile rouge rappellera qu'il existe des contre-indications absolues à la réalisation d'iridotomie périphérique. Et donc qu'il n'est pas autorisé, permis de faire une iridotomie périphérique sans avoir mentionné l'absence de synéchie iridocornéenne sur plus de 270 degrés dans le dossier médical. La deuxième grande cause de fermeture de l'angle est l'iris plateau. C'est très fréquemment une cause de crise aiguë par fermeture de l'angle chez le sujet déjà beaucoup plus jeune, 30-40 ans. Et le terme prête un petit peu à confusion. On pourrait penser que le problème vient de l'iris, alors qu'en fait il s'agit d'une antéversion des corps ciliaires. L'iris viendra se mouler sur les corps ciliaires et en périphérie viendra donc bloquer le trabéculum. Et peut-être que sur les coupes en OCT-Visance, ça donne un aspect de plateau. Après, je trouve que l'analogie, en plus d'être inexacte, est un petit peu trompeuse. Quoi qu'il en soit, à l'indentation, on aura ce fameux aspect en double bosse. Lorsque vous appuierez sur votre cornée, l'iris viendra se mouler en périphérie sur le corps ciliaire, provoquant une première bosse, et ensuite un creux jusqu'au cristallin, plus au centre, où il provoquera une deuxième bosse qui est, elle, toujours présente lorsqu'on fait une indentation. Pour des vidéos très parlantes, je vous laisse toujours le soin d'aller regarder le site gonioscopie.org. Après, la double bosse existera quasiment chez tous les patients. Pour peu qu'on appuie suffisamment fort, on aura et la bosse du cristallin et la bosse des corps ciliaires. On parlera d'iris plateau lorsque la bosse périphérique vient plus ou moins partiellement cacher le trabéculum. Même si on va voir dans quelques instants
que la distinction entre configuration iris plateau et syndrome d'iris plateau se fait sur l'aspect gonioscopique après iridotomie périphérique, en fait, on pourrait déterminer que c'est une configuration ou un syndrome iris plateau uniquement avec une gonioscopie à dentation bien faite, ou en tout cas faite par quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Si à la dentation, le trabéculum est complètement caché par cette double bosse, on pourra en théorie tout de suite parler de syndrome iris plateau. Si en revanche, lorsque l'on indente, le trabéculum se dévoile et que l'on devine une double bosse, mais que le trabéculum se dévoile, on peut là se dire d'emblée que le bloc pupillaire existe et qu'une fois qu'on l'aura lâché avec une iridotomie périphérique, le trabéculum devrait se redécouvrir et la double bosse ne devrait plus nous poser de problème. On parlera dans ce cas-là de configuration iris plateau, qui est en fait plus ou moins une manière de dire que les corps ciliaires sont un petit peu placés en avant, mais que ça ne nous pose pas trop de problème. Quand même, la distinction entre configuration iris plateau et syndrome iris plateau doit encore être faite avec la réalisation d'une iridotomie périphérique. Devant tout iris plateau, la réalisation d'une iridotomie périphérique reste obligatoire afin de supprimer la part de blocage pupillaire qui existe toujours un petit peu. D'après mon avis, la réalisation d'une iridotomie périphérique versus la réalisation d'une gonioscopie dynamique de bonne qualité pourrait être rediscutée. Étant donné que si on n'a pas l'habitude de ces cas-là et que l'on fait un impact à l'argon ou au YAG sur un corps ciliaire, on a donc un réel risque d'avoir un glaucome malin, ce qui est nettement plus embêtant que de faire une iridoplastie. Par ailleurs, la deuxième raison pour laquelle une gonioscopie de qualité, selon moi, remplacerait avantageusement une iridotomie périphérique dans ces cas-là, c'est qu'on ne peut pas savoir si oui ou non il y a des synéchies, car par définition, on ne voit pas le trabéculum en indentant. Donc on risque de faire une iridotomie périphérique sur un angle complètement synéchié, donc d'aboutir à un pic pressionnel absolument majeur. Quoi qu'il en soit, après une iridotomie périphérique, on fera donc le distinguo entre une configuration iris plateau où le trabéculum est de nouveau visible et un syndrome iris plateau où le trabéculum reste caché. Dans les syndromes iris plateau, on devra faire une iridoplastie afin d'affiner l'iris en périphérie pour supprimer le contact irido-trabéculaire. L'iridoplastie périphérique ne résout pas la physiopathologie de l'iris plateau. Ça ne résout pas l'antéversion des corps ciliaires, mais ça affine l'iris entre le corps ciliaire et le trabéculum. Elle peut être également indiquée dans les rares cas d'angle fermé avec impasse thérapeutique, typiquement dans les cas d'insertion antérieure de l'iris, un autre mécanisme qui est beaucoup plus rare, ou alors dans les cas de patients nanophthalmes, donc avec un mécanisme phacomorphique chez un sujet jeune pour lequel la réalisation d'une opération de l'extraction du cristallin serait trop risquée. Donc, dans ces cas d'insertion antérieure ou alors dans ces cas de glaucome à angle fermé chez le sujet très jeune, l'iridoplastie est une vraie alternative thérapeutique qui est très efficace. Pour les paramètres, on peut retenir les 3x300, avec donc 300 mW à l'argon, avec un impact de 300 micromètres que l'on appliquera pendant 300 millisecondes. Après, il faut moduler la puissance, les milliwatts surtout, en fonction de la pigmentation de l'iris. On pourra s'arrêter à 150 ou 200 milliwatts pour un iris très foncé, et on pourra monter à 600, 700 ou 800 milliwatts pour un iris très très clair, avant de voir une réelle rétraction irienne. On peut essayer éventuellement également de moduler la durée de l'impact. Plus c'est long, plus ça rétracte fort. Idéalement, je vous conseille de faire une iridoplastie au verre à 3 miroirs. Je déconseille complètement de faire une iridoplastie au verre à iridotomie périphérique. L'idée est d'aller taper le plus périphérique possible, là vraiment où l'iris commence, et d'éviter les méridiens de 3h et 9h. L'espacement entre deux impacts est en théorie de 300 micromètres, soit un espacement d'un impact tous les impacts. Et ça, donc, ça fait à peu près 50 impacts par hémicadran. En pratique, on fait un petit peu comme on peut. Le but, c'est de réouvrir l'angle au maximum sur quasiment 360 degrés si on peut. J'ai tendance à ne jamais faire 360 degrés d'un coup. Je module le nombre de cadrans que je vais réouvrir sur une séance à la pression intraoculaire de base, en fonction donc de l'état du trabéculum et de sa capacité à réagir à la fois à la libération de pigments et au pic inflammatoire qui générera des pics pressionnels à la suite de l'iridoplastie. Pour les examens paracliniques, l'imagerie recommandée pour les iris plateau est donc l'UBM, parce que les OCT visantes ne pourront pas mettre en valeur l'antéversion des corps ciliaires. On pourra donc aboutir à un diagnostic d'iris plateau alors que la cause pourrait être typiquement une polykystose ciliaire. Encore une fois, ce n'est pas un examen obligatoire pour diagnostiquer un syndrome iris plateau.
Ça ne remplace en aucun cas une gonioscopie bien faite et il ne doit pas y avoir juste un UBM sans gonioscopie dans un dossier médical. Par contre, c'est, je pense, bien de faire une UBM pour iconographier ces situations qui sont des situations assez compliquées à prendre en charge. Et donc, c'est bien d'authentifier le diagnostic. Il existe plein de méthodes de mesure avec des angulations passant par la perpendiculaire qui passent au travers de l'éponge sclérale, etc., etc. Je trouve pas ça très utile. Je trouve que les choses sont beaucoup plus simples que ça. Soit on a présence d'un sulcus iridociliaire et il n'y a pas d'iris plateau. Dans ce cas-là, le corps ciliaire est vraiment vers l'arrière. Soit il n'y a pas de présence d'un sulcus iridociliaire et on a un iris plateau. C'est aussi simple que ça. Encore une fois, je trouve que faire des mesures itératives et complexes et variées n'a pas tant de valeur que ça pour un examen complémentaire qui ne fait pas le diagnostic, étant donné que c'est la gonioscopie dynamique qui fait le diagnostic. Donc voilà un exemple d'imagerie par UBM, où l'on peut voir donc que le corps ciliaire vient se plaquer sur l'iris en avant, et donc il n'y a plus de sulcus iridociliaire. Ça permet encore une fois de faire le distinguo avec d'autres diagnostics comme les polykystos ciliaires, mais même pour les polykystos ciliaires, une gonioscopie dynamique faite par quelqu'un d'expérimenté peut faire le diagnostic à elle seule. Le troisième et dernier mécanisme de fermeture de l'angle est le mécanisme phacomorphique. Il est lié à l'augmentation physiologique de la taille du cristallin chez des personnes prédisposées, et donc touchera plus volontiers les sujets âgés, entre 60 et 80 ans, et donc plus volontiers hypermétropes. Et c'est exactement le même mécanisme que l'on retrouvera dans des cas beaucoup plus rares, comme les micro- ou nanophtalmies. Donc la physiopathologie est assez simple à comprendre. Un gros cristallin va plaquer l'iris en périphérie. En OCT visante ou en UBM, ça se mesure. On fait une ligne passant par les deux éponges scléraux, et en mesurant la taille du segment qui passe par le plus haut point du cristallin et qui est perpendiculaire à cette ligne, on a ce qu'on appelle la flèche cristallinienne, et si cette flèche cristallinienne est supérieure à 800 micromètres, on peut parler de mécanisme phacomorphique. En gonioscopie, on aura souvent le même aspect que pour le bloc pupillaire, sauf que l'indentation, elle, sera plus difficile, moins efficace. On arrivera, en appuyant suffisamment fort sur le verre, à découvrir l'éponge sclérale, peut-être même éventuellement un début de bande ciliaire, mais la bosse cristallinienne, elle, sera prédominante. Concernant le traitement, il se fera en fonction de l'âge. Pour les sujets jeunes, chez qui la classification de Foster nous a dit traitement, une iridotomie périphérique sera absolument indispensable. Comme je l'avais dit précédemment, l'iridoplastie, pour les cas où l'iridotomie périphérique ne serait pas suffisante, l'iridoplastie nous sera d'une grande aide pour ne pas s'exposer aux risques liés à l'extraction chirurgicale du cristallin. Chez les patients plus âgés, l'iridotomie périphérique pourra être considérée en pensant à l'opération de la cataracte en backup. Toutefois, depuis 2019, avec l'étude Eagle, la chirurgie de la cataracte peut être envisagée dans première intention. Attention par contre, ça ne concerne que certains cas bien spécifiques. Étant donné l'importance de cette étude sur des configurations anatomiques qui sont loin d'être rares, je vais vous la résumer sous forme schématique. Alors, dans l'étude Eagle, les auteurs se sont intéressés à des sujets de plus de 50 ans qui avaient un cristallin non cataracté, et à la gonioscopie, ces patients devaient évidemment avoir un angle fermable, et donc fallait-il le rappeler, avec des contacts iridotrabéculaires sur plus de 180 degrés à la gonioscopie, évidemment dynamique. Et ces patients ayant un cristallin clair avec un angle fermable devaient soit avoir une pression intraoculaire supérieure à 30 mm de mercure sans traitement, soit un glaucome. Et en plus de ce glaucome, ils devaient avoir une pression intraoculaire supérieure à 20 mm de mercure sans traitement. Les auteurs précisent que la pression intraoculaire supérieure à 20 doit avoir été mesurée au moins une fois. Et donc ça souligne le caractère fluctuant de la pression intraoculaire dans ces contextes-là. Donc, à partir de cette population bien spécifique, encore une fois, il y a eu deux bras de traitement. D'un côté, l'opération de la cataracte et de l'autre côté, réalisation d'une iridotomie périphérique. Attention, l'opération de la cataracte était faite par des chirurgiens expérimentés. Les résultats à 36 mois s'intéressaient à 3 paramètres. D'abord, la qualité de vie, qui était un petit peu moins bonne chez les sujets ayant eu une iridotomie périphérique que chez les sujets ayant eu une opération de la cataracte. Certainement liée, avant toute chose, à la disparition d'une hypermétropie pour les patients ayant eu une opération de la cataracte. Concernant la pression intraoculaire, elle était plus élevée chez les patients ayant eu une iridotomie périphérique que chez les patients ayant eu une opération de la cataracte. Et enfin, le nombre de coliris hypotonisants était également plus élevé dans le bras iridotomie périphérique. Par ailleurs, il n'y avait pas de différence de complications entre ces deux bras-là en termes de baisse d'acuité visuelle ou alors en termes de progression du glaucome. En conclusion, ça pousse à indiquer une extraction du cristallin, même s'il est clair,
chez les sujets ayant soit une hypertonie modérée et un glaucome, soit chez les sujets n'ayant pas de glaucome mais une hypertonie majeure dans un contexte d'angle fermable, typiquement les crises aiguës par fermeture de l'angle, chez donc les sujets de plus de 50 ans. Par contre, attention, dans l'étude, il n'y avait pas de notion de mécanisme mise en avant. La flèche cristallinienne n'était pas mesurée chez les patients et les résultats s'arrêtaient à 36 mois. Donc on peut légitimement se demander si la complication de la cataracte réalisée chez un sujet jeune, qui est le décollement de rétine, n'était pas plus importante dans le bras, évidemment, opéré de la cataracte, que dans le bras iridotomie périphérique. Pour ma part, je m'appuie sur cette étude, mais je n'opère pas systématiquement tous les patients rentrant dans ces critères. La longueur axiale étant un critère majeur de risque de décollement de rétine, je la prends en compte systématiquement. En dessous de 21 mm, j'estime, de par mes lectures via les articles scientifiques, que l'on peut y aller sans aucun problème. Au-dessus de 24 mm, j'estime que les sujets de moins de 65 ans ont un risque trop important de décollement de rétine et donc je n'opère pas les patients de cataracte dans ce contexte-là. On parle de cristallin clair, évidemment. Donc, si l'iridotomie périphérique ne suffit pas, j'irai à l'iridoplastie. Entre les deux, il y a une zone floue. Entre 21 et 24 mm, il y a une zone floue pour laquelle l'âge, la flèche cristallinienne et la longueur axiale joueront chacun leur rôle. De toute manière, je n'opère quasiment jamais un patient, même s'il rentre parfaitement dans le cadre de l'étude Eagle, sans avoir mis en évidence que la flèche cristallinienne était supérieure à 800 micromètres. Toutefois, s'il a une baisse de vue liée à un cristallin opacifié, ça change complètement la donne. Pour clore cette vidéo et pour souligner que la chirurgie de la cataracte faite dans l'étude Eagle était faite par des chirurgiens expérimentés, je vais en profiter pour vous donner quelques astuces pour réaliser cette chirurgie, car ça peut être parfois des chirurgies très acrobatiques. D'abord, le mannitol en préopératoire peut complètement changer la donne. Le protocole que j'utilise est celui-ci. Je conseille de le mettre dans les 10 ou 15 minutes avant le bloc opératoire, donc c'est-à-dire suffisamment de temps pour que le vitré ait le temps d'être un petit peu asséché et donc que le cristallin aille en arrière comme on verra juste après, et en même temps, pas trop longtemps pour que le mannitol n'ait pas le temps d'aller jusqu'à la vessie. Donc ça permet d'assécher le vitré et ça peut radicalement changer l'aspect anatomique de l'œil avec une situation qui s'annonçait horrible, peut se transformer en une cataracte complètement normale. Après, souvent, ça reste un petit peu plus difficile quand même qu'une cataracte standard. Vu que la cataracte restera difficile, je vous encourage à prendre plusieurs visqueux cohésifs, en tout cas sur les premières cataractes sur des angles fermés que vous ferez, et les utiliser largue à manu, et notamment pendant la réalisation du rexis. Ça va aplatir le sommet du cristallin et donc éviter que le rexis ne file. Dans les cas extrêmes, je vais jusqu'à en remettre après chaque fois que j'ai relâché le volet du rexis. Et donc, je peux en remettre 5, 6 fois sur un seul rexis. Concernant le sujet, qui pour moi n'est pas un débat, de l'iridotomie périphérique à réaliser juste avant la chirurgie de la cataracte, je trouve que ça ne change absolument rien, ça ne change pas du tout la flèche cristallinienne et donc ça ne rend pas beaucoup plus facile la chirurgie de la cataracte. Par ailleurs, sur des angles qui sont souvent très limites, ça augmente le risque d'hypertonie majeure et donc ça augmente le risque de se mettre dans de mauvaises conditions pour une chirurgie qui sera déjà difficile. Par contre, il est tout à fait possible chez ces patients de laisser les patients sous pilocarpine en attendant la chirurgie. Ça permet d'une part de réouvrir l'angle au maximum et donc de baisser la pression intraoculaire le temps de la chirurgie sans autre traitement. Et d'autre part, ça leur permet accessoirement de ne pas récidiver la crise aiguë par fermeture de l'angle si c'est pour ça que vous les opérez. Il vaut mieux une bonne pilocarpine qu'une mauvaise iridotomie périphérique. Enfin, l'ultime problématique qui peut se poser dans ces cas d'angle fermé pour lequel on va se poser la question d'une cataracte, c'est est-il judicieux de faire une opération isolée de la cataracte ou alors faut-il l'associer à une opération combinée, une trabéculectomie? Pour les angles limites, le risque de faire une opération de la cataracte seule est d'avoir des hypertonies post-opératoires majeures qui vont pousser à faire une trabéculectomie en urgence dans de mauvaises conditions. A l'inverse, l'opération PKE-TRAB combinée a une probabilité de succès inférieure à la trabéculectomie isolée. Donc le mieux reste de faire une opération de la cataracte, puis une opération de trabéculectomie. Dans ma pratique, encore une fois, la pilocarpine permet de décider entre les deux mesures thérapeutiques. C'est la molécule qui va me permettre de déterminer à quel point le trabéculum tient encore la route. Si avec une thérapeutique hypotonisante classique, une bithérapie, grand maximum, une trithérapie, j'ai une pression intraoculaire qui est normale sous pilocarpine, je sais qu'il me reste des cartouches, donc quadrithérapie, diamox, pour pallier une éventuelle hypertonie post-opératoire d'une cataracte seule.
Si au contraire, si sous pilo, j'ai toujours une pression intraoculaire qui est limite, je sais que le trabéculum est trop abîmé pour que je puisse envisager une opération de la cataracte seule. Et donc, dans ce cas-là, j'irai plus facilement à la PKE Trap. Par contre, il faut se laisser plusieurs jours, voire même plusieurs semaines, le temps que le trabéculum se lave une fois que la pilo a été instillée. Donc, laisser de l'isoptopilocarpine 2% 3 fois par jour pendant 1, 2, 3 semaines et refaire un contrôle de tension avant de prendre une décision. Et voilà, le tableau est complètement rempli. Chaque situation a donc fait l'objet de l'explication de la physiopathologie, de l'aspect de la gonioscopie à l'indentation, et à la fin, des thérapeutiques possibles et ciblées pour chaque cas. Encore une fois, on le répétera jamais assez, mais on voit que la gonioscopie tient une part centrale dans le processus diagnostique et surtout le processus thérapeutique. Donc comme toujours, je vous encourage à vous rediriger immédiatement vers le site gonioscopie.org et à faire des gonios. Je vous rappelle de les commencer sur des angles ouverts pour vous faire la main avec ces verres qui sont parfois un petit peu difficiles à maîtriser. À bientôt pour la dernière vidéo.